Je vais juste proposer de passer à la seconde intervention. Je vais donc proposer à Jean-Christophe Valta d'intervenir. Jean-Christophe Valta enseigne la littérature comparée à l'Université de Clermont-Ferrand et il travaille sur la question du rapport entre littérature et technique. Alors, je commencerai par battre ma coulpe à propos d'une faute grave que j'ai commise il y a quelque temps dans un article que je consacrais à Debord. Et j'intitulais trop rapidement son dernier film, entre guillemets, Guy Debord, sa vie, son temps, au lieu de lui donner son titre réel, Guy Debord, son art, son temps. Alors, si une telle erreur fait partie de ce type d'inexactitude qui aurait été assurée d'attirer sur le commentateur le mépris cinglant de l'auteur et des admirateurs du situationnisme, elle dit sans doute quelque chose de la manière dont la fréquentation de l'œuvre de Debord m'avait conduit à comprendre que chez lui, la vie est une catégorie à la fois opposée à l'art et valorisée par rapport à lui, appréciation qui est peut-être en partie compréhensible. Mais j'aurais dû m'étonner, je le fais aujourd'hui, que dans cette œuvre posthume, et que Debord savait-elle, il ait cru bon d'insister explicitement moins sur sa vie que sur son art, précisément. Et sans doute que, venant de la part d'un auteur qui n'a jamais cessé de proclamer le refus, la mort ou le dépassement de l'art, il fallait prêter l'oreille à cette présence dans le titre de cette expression, son art, son temps. Alors il faut évidemment insister sur le côté consciemment posthume de cette œuvre ultime. En 1994, donc Debord est malade, il sait que sa vie va s'achever, ou quand il le décidera. Donc la question n'est plus simplement d'incarner cette sorte de remords vivant que son existence que l'existence de Debord était pour ceux qui s'étaient soumis aux conditions existantes, en prétextant qu'il n'y avait pas d'autre vie possible. Mais la question qui se pose désormais, c'est celle de la trace qu'il va laisser dans cette réification qu'est la mort. Et ce qu'il lègue, donc, c'est bien explicitement, il le dit, son art. Ce qui est pas seulement son art de vivre, c'est-à-dire son art sous forme d'œuvres qui peuvent circuler au sens institutionnel du terme. Debord le précise dans le même film, dans un intertitre, Guy Debord a fait très peu d'art, mais il l'a fait extrême. Alors dans cet aveu, il y a deux choses. Il y a une sorte évidemment de mais restrictif. Il n'a pas fait d'art n'importe quand ni dans n'importe quelle condition, mais il a fait de l'art. Et il dit surtout qu'il fait de l'art à un moment très particulier. On sait que chez Debord, la question du temps est essentielle, qu'il y a qu'on passe par l'Ecclésiaste ou par les stratèges militaires, il y a un temps pour tout. Et sans nul doute, il y a un temps pour le refus de l'art, et puis il y a un temps aussi pour l'aveu de l'art. Et cette histoire de l'art, tout au long de l'histoire lettriste ou situationniste, on voit bien qu'elle est complexe, elle peut à la fois être réfutée ou affirmée, et cette question de la pratique esthétique est très épineuse, elle est décisive dans l'histoire des changements stratégiques effectués par Debord, elle est aussi la question la plus irrésolue, ne serait-ce que dans la manière dont cette question revient sans cesse. En effet, c'est bien sur la question esthétique que Debord fonde l'Internationale lettriste en réaction explicite à la conception idéaliste de l'art d'Isidore Isou, qui croyait, dit Debord, à l'utilité de laisser des traces. Le texte de la conférence d'Aubervilliers, qui fonde l'IEL, précise que c'est dans le dépassement des arts que la démarche reste à faire. Il recommande d'emblée la plus extrême circonspection dans, dit-il, la présentation d'œuvres personnelles, au point que est considéré comme un motif d'exclusion, sous son nom propre, la publication d'une œuvre commerciale. Le manifeste pour la construction de situations en donne la raison suivante. Notre temps voit mourir l'esthétique, de sorte que désormais, je cite, tous les arts sont des jeux vulgaires qui ne changent rien. On ne peut pas au demeurant taxer Debord de mauvaise foi sur ce point, puisque la seule œuvre commise durant sa période lettriste, Les Hurlements en faveur de Sade, est une œuvre qui ne marchande pas sa radicalité. Si vous avez essayé de la revoir, par exemple, en DVD, vous vous rendrez compte que c'est absolument, par nature, irregardable. Et de fait, Debord aura, pendant les 7 années qui suivent, une activité plutôt théorique esthétique. Il pourra donc paraître paradoxal qu'un si beau commencement débouche sur la création d'une internationale situationniste qui est d'abord et avant tout constituée par une majorité de professionnels de l'avant-garde artistique européenne. Il est peut-être plus étonnant encore que cette avant-garde soit, pour une majeure partie,
constitué de peintres, c'est-à-dire de représentants d'une forme d'art, si on accepte évidemment Yorn, qui est un cas particulier à la fois par l'amitié, par le mécénat aussi, qu'il pratique envers Liès, une forme d'art donc, que Debord ne perd pas une occasion de blâmer comme une des pratiques les plus exténuées de la modernité artistique. Alors évidemment, Debord est lucide, il se rend bien compte de ce paradoxe, et le numéro 28 de Potlatch s'en fait l'écho sans embâche. Il est certain, écrit Debord, que la décision de se servir du point de vue économique comme du point de vue constructif des fragments arriérés de l'esthétique moderne entraîne de graves dangers de décomposition. Et plus précisément, cela signifie concrètement, je cite encore, que la prédominance numérique soudaine de peintres fait courir à Liès le risque d'une phase de régression. Mais Debord ne serait pas Debord s'il n'était pas capable de justifier n'importe quel paradoxe, ou de dépasser la contradiction, comme on disait autrefois. Le même article explique ainsi que, cependant, il nous faut réunir des spécialistes de techniques très diverses, afin de réaliser le grand œuvre auquel tend Liès depuis sa fondation, c'est-à-dire la construction intégrale de styles de vie dans le grand projet commun de l'urbanisme humanitaire. Ce projet est a priori partagé par toutes les tendances de Liès, et la résolution finale du Congrès mondial des artistes libres d'Alba, c'est-à-dire l'étape immédiatement antérieure à la fondation de Liès, souligne en toutes lettres, dans son second article, le caractère périmé d'avance de toute rénovation partielle apportée à un art dans ses limites traditionnelles. Elle revendique, au contraire, je cite, l'ouverture d'une expérience illimitée dans les arts particuliers en rapport dialectique avec un emploi commun qui sera donc défini comme urbanisme humanitaire. Alors ce point ne signifie pas un arrêt pur et simple des pratiques artistiques traditionnelles, mais comme l'a écrit Debord dans le manifeste pour une construction de situation, j'ai dit quoi ? Rapport. Parvenant alors à l'utilisation des autres arts, je suis pas contrariant, moi, je sais pas. C'est comme vous voulez. Parvenant alors à l'utilisation des autres arts, pris à n'importe lequel de leur stade passé, comme objet pratique d'accompagnement, l'architecture redeviendra cette synthèse directrice des arts qui marquait les grandes époques de l'esthétique. La citation était juste. Cette position, non contente de renverser le bel ordonnancement de l'esthétique hegelienne, place donc les arts dans une situation explicite de subordination envers le grand projet unitaire. Mais ce faisant, il place aussi Liès dans une situation inconfortable et très équivoque. Quelle que soit en effet la bonne volonté des artistes d'avant-garde impliqués dans cette subordination, il n'en reste pas moins qu'elle se donne pour but un projet si grandiose et si coûteux en moyens qu'il ne peut donner lieu qu'à des réalisations expérimentales qui vont être par nature partielles, c'est-à-dire facilement renvoyées à des formes culturelles exténuées, tableaux, expositions, maquettes. C'est ce que Debord écrit à propos de Constante, l'architecte le plus avancé dans les projets d'une ville situationniste. L'œuvre de Constante, parce qu'elle présente d'inachevé, de modèles réduits, comme plus généralement toutes les tendances de l'activité situationniste, illustre parfaitement la fausse liberté artistique bourgeoise. Donc, plus généralement, ce que Debord reproche à l'activité situationniste, c'est de générer des formes culturellement récupérables, commercialement exploitables, exposables en galerie, tout ce qu'il désigne, pour reprendre son expression, comme la droite esthétique du situationnisme. La mouvance qu'il incarne dans Liès va en effet se caractériser par une surenchère dans la critique des arts partiels, surenchère qui va peu à peu vider Liès de ses artistes pour lui donner une dimension quasiment uniquement politique dans cette seconde période. Dans le numéro 7 de la revue de Liès, qui revient sur la conférence de Göteborg, les lieutenants de Debord sont un peu plus clairs. Vaneigem y est cité affirmant qu'il n'y a pas de situationnisme, ni d'œuvre d'art situationniste, ni davantage de situationnistes spectaculaires, une fois pour toutes. Tandis que Cotani propose d'appeler anti-situationnistes les productions issues du groupe. Donc au bout de cette logique, évidemment, seule la révolution peut désormais permettre, par un bouleversement total des conditions existantes, une construction de situations immédiates et déspécialisées. À ce moment-là, Liès mérite désormais sa jusque-là mythique réputation d'être le jouet de Debord, bascule de l'urbanisme au conseilliste, comme pilier de ce réenchantement de la vie quotidienne. Gianfranco Marelli, dans la dernière internationale, critique cette position en disant que, en voulant défendre à tout prix la pureté de principe selon lequel il ne peut exister un art situationniste, Liès a fini par empêcher toute aventure expérimentale, concrète et réalisable,
jetant, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Mais est-ce que Debord vraiment voulait de cette expérimentation? On peut se le demander. En 1957, donc dès l'aube de l'IS, il se livre une attaque violente contre son propre camp dans les remarques sur le concept d'art expérimental. Évoquant les artistes qu'il appelle italo-expérimentaux de l'IS, il note que leurs propres tableaux sont étroitement contemporains de ceux qu'il semble considérer comme le produit d'un monde inférieur. On voit ces tableaux avec la même indifférence qu'on voit les autres. La dureté des propos est notable, mais aussi ce qui les fonde est intéressant. En effet, ce que reproche Debord aux artistes expérimentaux, c'est ce qu'il appelle les confusions valoratives, en rappelant que fuir les valeurs, c'est tout accepter. Je cite, « La dénonciation par quiconque de toute préoccupation valorative apparaît comme le très simple produit de la peur, plus ou moins justifiée des jugements de valeur à propos de son œuvre et de son comportement. » Une peur que l'on ne pourrait certes pas reprocher à Debord d'avoir jamais éprouvée. Donc, il n'y a pas chez Debord de dévalorisation de l'art en soi dans sa totalité, et au contraire, on trouverait sans peine, dans ce corpus si radical, un certain nombre de notations qui peuvent nous permettre de comprendre les limites du renoncement à l'art, voire l'affirmation des valeurs qui lui sont propres et qui vont guider la production qu'il faudra bien appeler artistique de Debord. Debord dit par exemple « Notre mépris pour l'esthétique n'est pas choisi. Au contraire, dit-il, nous étions plutôt doués pour aimer ça. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà tout. » On retrouve le même type de formule dans le mode d'emploi du détournement. À propos des réalisations géniales du passé, dit Debord. La question n'est pas de savoir si nous sommes portés à les aimer. Nous devons passer outre. Donc l'art est soi-disant méprisé ou abjuré au seul nom des circonstances historiques qu'il annexe à la séparation et au spectacle, mais sûrement pas au nom de ses valeurs propres. Au contraire, Debord reste fidèle à une certaine valorisation de l'esthétique, ou plus exactement de certaines esthétiques ou de certaines œuvres particulières, à l'aune desquelles seront jugées, et plutôt durement, non seulement les formes décomposées de les avant-gardes précédentes, mais aussi les œuvres soi-disant expérimentales de l'IS. La théorie du détournement elle-même, élaborée en rapport avec Vollmann, qui est la pierre angulaire de la pratique situationniste, ou en tout cas son trait esthétique le plus caractéristique, témoigne discrètement mais fermement de ses préoccupations axiologiques. L'argument souvent avancé, par exemple récemment par Jean-Marie Apostolides, selon lequel, en détournant, en plaçant sur un même pied toutes les œuvres du passé, on détruit les hiérarchies entre elles, on abandonne les notions de chef-d'œuvre, ce qui revient à affaiblir le rôle des modèles en art comme en littérature, peut certes être l'écho de certaines formules exotériques de Debord, mais ne résiste pas à la lettre même de la théorie, qui prend soin de distinguer deux types de détournement. Je cite. Le détournement mineur est le détournement d'un élément qui n'a pas d'importance propre, et qui tire tout son sens de la mise en présence qu'on lui fait subir. Ainsi, des coupures de presse, une phrase neutre, la photographie d'un sujet quelconque. Le détournement abusif, dit aussi détournement de proposition prémonitoire, est au contraire celui dont un élément significatif en soi fait l'objet, élément qui tirera du nouveau rapprochement une portée différente. Un slogan de Saint-Just, une séquence d'Eisenstein, par exemple. Donc le souci me semble clair de délimiter d'emblée et de manière fondamentale une frontière nette entre des éléments dépourvus d'importance propre et ceux qui sont significatifs en soi, qu'ils appartiennent au champ théorique, au champ historique, au champ esthétique. Certes, en ce qu'il se décrète abusif, le détournement pourrait laisser supposer qu'il déforme sa source au point de la vider de sa substance. Mais dans l'opération même du détournement, cet élément est pourvu d'une valeur particulière dite prémonitoire. Par là, Debord, en tant que cet élément, lu rétrospectivement, annonce une possibilité, une potentialité de nature révolutionnaire, dans les exemples qui sont donnés, que réactualisent les entreprises lettristes et situationnistes, entreprises qui se trouvent malgré en elles-mêmes, en quelque sorte, légitimées en retour par cet élément demeuré significatif. Il faut en outre ajouter que le détournement lui-même, une fois opéré sur les deux classes d'éléments présentés, ne se juge pas lui-même dépourvu de toute valeur esthétique. C'est du moins ce que laisse supposer dans ce même article quelques formules de Debord. Je cite, « Les œuvres détournées d'une certaine envergure se trouveront donc constituées par une ou plusieurs séries de détournements abusifs mineurs. » Et cette envergure, Debord lui-même l'a décrit comme relevant d'une esthétique qui n'est pas celle de l'avant-garde expérimentale. Il s'agit de concevoir un stade parodique, dit-il,
qui, marquant au contraire notre indifférence pour un original vidé de sens et oublié, s'emploierait à rendre un certain sublime. Cette valorisation de certains éléments, forcément moins indifférents à Debord, qui ne veut bien le dire depuis sa posture avant-gardiste, est donc de façon criante apparente dans sa pratique esthétique. On peut même dire que l'œuvre, dans son évolution chronologique, assume cette valorisation de plus en plus nettement, à tel point que ce qui de manière croissante va caractériser cet art comme tel, c'est l'effacement progressif, en ce qui concerne les éléments significatifs, de la différence entre le détournement et la citation pure. Des critiques ont noté le renversement idéologique majeur que marque cette reconnexion avec la culture classique des dernières œuvres. Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est que cette supposée reconnexion est une connexion qui a toujours existé, à l'état plus ou moins latent, depuis les débuts de l'œuvre, et que seules des considérations historiques et stratégiques ont mis chez Debord dans une position proéminente. Alors, interrogeons-nous sur l'usage précis du détournement qui est fait de ces éléments significatifs, et demandons-nous s'ils n'ont pas toujours été déjà, dans le détournement même, des citations d'éléments valorisés. Prenons par exemple celui de l'insistance avec lequel apparaît, en connexion avec le thème psychogéographique, les peintures de Claude Gelée, dit Le Lorrain. Un de ces tableaux figure en bas d'un plan psychogéographique découpé et réagencé de Paris, datant au plus tard de 1957 et intitulé « Axe d'exploration et échec dans la recherche d'un grand passage situationniste 1953 », vous l'avez cité tout à l'heure. Dans un coin du collage, ce tableau a pour fonction de représenter le lieu où précisément aurait dû aboutir symboliquement cette recherche infructueuse d'un passage du Nord-Ouest. L'œuvre du Lorrain est aussi évoquée dans un texte de 1955, critique de la géographie urbaine, d'une manière qui, malgré la chute provocante, ne témoigne pas d'une indifférence ailleurs si hautement revendiquée. Je cite Debord. « Je ne vois guère que ces deux ports à la tombée du jour peints par Claude Lorrain, qui sont au Louvre et qui présentent la frontière même de deux ambiances urbaines, pour rivaliser en beauté avec les plans du métro affichés dans Paris. » En 1971, le film La Société du spectacle montre encore deux ports au coucher peints par Claude Lorrain, assortis du commentaire suivant. Il s'agit de posséder effectivement la communauté du dialogue et le jeu avec le temps qui ont été représentés par l'œuvre artistico-poétique. Donc ces éléments sont certes détournés d'un certain contexte, muséal ou autre, mais ils ne souffrent dans cette transposition d'aucun outrage dévalorisant ou indifférenciant. Au contraire, ces tableaux se présentent toujours comme littéralement des modèles de ce que la pratique doit réaliser à sa manière dans l'exploration urbaine ou dans la Révolution. Ils sont, pour le dire nettement, cités en exemple. Il ne s'agit pas donc dans le détournement de ce livre à une activité qui serait semblable à celle de remettre des moustaches à la Joconde, ça serait typiquement l'attitude dépassée des avant-gardes, mais plutôt de jouer l'élément significatif comme souvenir et comme promesse contre la vacuité et le déluge des éléments mineurs. J'ai encore un peu de temps devant moi ou voilà. La raison de cette valorisation est intéressante en elle-même et permet d'en déduire une autre caractéristique du rapport de Debord à l'esthétique. En effet, ces deux tableaux se situent à la frontière même de deux ambiances urbaines, c'est-à-dire qu'ils présentent des agencements architecturaux hybrides, mi-antiques, mi-classiques, mi-urbains, mi-portuaires, mi-civils, mi-militaires, qui dénotent des espaces ou des époques différentes. Ce sont des espaces hybrides. Or, une telle hybridation est non seulement une des caractéristiques récurrentes de l'expérience psychogéographique et de l'urbanisme unitaire rêvé par Debord et ses premiers complices, mais aussi une des données essentielles de l'idée que Debord se fait de l'art, et c'est peut-être là justement qu'il se distingue de l'avant-garde, même dans laquelle il est censé combattre. En effet, une des conséquences de l'exténuation des avant-gardes, c'est que la notion de progrès en art, et donc la notion d'expérimentation en art, ne semble pas être pour Debord si actuelle que cela. Comme il l'écrit dans La Société du spectacle, la consommation de l'art dans la société spectaculaire contemporaine de l'épuisement des avant-gardes fait que désormais, tous les moments de l'art peuvent être également admis. Et on l'a vu du point de vue même de la synthèse que se propose d'accomplir l'IS, c'est à n'importe lequel de leur stade passé, je souligne ça, que les arts doivent accompagner l'urbanisme humanitaire. La théorie du détournement elle-même n'est jamais que la pratique correspondant. Excusez-moi de répéter ce gros mot tout le temps humanitaire, c'est vraiment, je sais, qui heurte terriblement les oreilles. Et urbanisme unitaire. La théorie du détournement elle-même n'est jamais que la pratique correspondant, par ses collages d'objets hétérogènes, à une telle conception
qui se fait rencontrer des éléments d'origine historique ou culturelle diverses. Ou plus exactement encore, cette conception esthétique se présente à travers le détournement lui-même comme technique d'hybridation, comme une réappropriation signifiante d'un état hybride de la consommation de l'art, c'est-à-dire une hybridité choisie contre une hybridité subie. Alors on voit l'implication sur toute théorie de l'avant-garde. Le détournement lui-même est certes une forme avant-gardiste, sans doute, mais qui ne manifeste pas en elle-même de préférence particulière pour des éléments significatifs qui seraient eux-mêmes avant-gardistes. Au contraire, la seule forme avant-gardiste envisageable pour Debord est précisément celle qui consiste à se dépasser comme avant-garde en mettant en rapport ces éléments hybrides. Ce que Debord nie à travers cette pratique, comme à travers ses attaques sur l'art expérimental et sur la possibilité d'améliorer les manifestations partielles de l'art, c'est donc d'une manière le sens même de l'existence d'une avant-garde artistique, dès lors que la seule tâche acceptable consiste, à travers le détournement, à orienter dans un sens révolutionnaire, donc le meilleur, la totalité de l'art à n'importe lequel de ses stades passés. Et là, on voit bien comment cette question de l'urbanisme unitaire se joue entre Debord et quelqu'un comme Constante, par exemple. Là où les uns voyaient dans la fabrication d'ambiance l'apogée d'un technocratisme, d'un modernisme technocrate, Debord, lui, voyait plutôt une hybridation d'ambiance conforme à sa sensibilité passéiste et à ses rêveries d'explorateur, une ville dans laquelle se laisserait traverser la totalité des événements historiques et des lieux exemplaires. Plus encore, on pourrait dire que pour Debord, le lieu psychogéographique idéal, et toute son œuvre en témoigne, était peut-être moins une utopie qu'un palimpseste de villes existantes ou de villes disparues. Alors, à dire, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais expliquer pourquoi tout d'un coup cette valeur qui est latente chez Debord devient importante. Alors il y a cette idée chez Debord, pourquoi est-ce qu'à un moment il réfute l'art? Pour une autre raison, enfin il parle du dépassement de l'art, parce que, je vais partir d'une citation de la Société du spectacle. Quand l'art devenu indépendant représente son monde avec des couleurs éclatantes, un moment de la vie a vieilli, il ne se laisse pas rajeunir avec des couleurs éclatantes. Il se laisse seulement évoquer dans le souvenir. La grandeur de l'art ne commence à apparaître qu'à la retombée de la vie. Cette grandeur de l'art, ici étonnamment affirmée par Debord, réside dans ce qu'elle touche à l'éternité, proposition grandiloquente certes, mais non moins tenace. Dans le numéro 1 de l'IS, dans les thèses sur la révolution culturelle, Debord écrit ceci: « Le degré de la réussite esthétique se mesure donc à une beauté inséparable de la durée, et tendant même à une prétention d'éternité. » Or, c'est précisément pour cette raison, cette prétention d'éternité, que la grandeur de l'art doit être refusée et dépassée, non pas en raison de son indignité ou de son insuffisance, mais en raison de l'inutilité d'une telle valeur dans un monde doublement voué au passage à l'histoire. Une première fois du côté de l'ennemi, puisque la domination spectaculaire se traduit par la péremption accélérée des marchandises, et une autre fois du point de vue même de la stratégie révolutionnaire marxiste, qui doit, elle, sans cesse se définir, se critiquer et se dépasser au regard des conditions présentes. Il ne saurait donc pas y avoir d'art qui tienne dans cette lutte constante entre deux éléments distincts. Debord dit le caractère immuable de l'art ou de toute autre chose n'entre pas dans nos considérations qui sont sérieuses. L'idée d'éternité est la plus grossière qu'un homme puisse concevoir à propos de ses actes, donc sous-entendu, dans ce contexte. Mais il va se produire quelque chose qui va forcer cette grandeur de l'art oublié à ressurgir. C'est ce que Debord appelle le malheur des temps, et ce que l'on pourrait plus précisément définir comme le temps de la victoire du spectaculaire intégré, c'est-à-dire le temps de la victoire soi-disant sans partage de la domination, ou encore tout simplement le temps où l'éternel présent du spectacle ne laisse plus sa place à l'utopie et à l'action révolutionnaire. Et ce temps va modifier le rapport de Debord à l'esthétique. Les modalités latentes de cette esthétique, que nous avons décrites plus haut, vont, à partir d'Ingiroum, en gros, ressurgir comme les modalités principales de la pratique de Debord. Le principe même du détournement se laisse facilement détourner. Il faut peu de choses, donc ce concours de circonstances historiques, par exemple, pour que l'élément prémonitoire de l'aventure situationniste commençante devienne, à la tombée des chaudes journées de lutte, un détournement de proposition en quelque sorte remémoratif ou commémoratif, dans lequel l'aventure debordienne elle-même devient la répétition d'une aventure transhistorique et toujours à reprendre. L'élément significatif se célèbre lui-même comme tel, et le contexte dans lequel il a été détourné, c'est-à-dire l'assaut situationniste contre l'ordre du monde.
Dans le contexte du présent perpétuel, et je termine là-dessus, de la domination, cette latence va s'activer de manière délibérée. Il ne s'agira plus en effet de programmer l'oubli comme la passion dominante du révolutionnaire, mais au contraire la mémoire et même la commémoration, comme preuve qu'une autre vie que la vie dominée était possible et reste possible. Il s'agit non plus donc de modéliser au moyen du passé une révolte présente, mais de laisser la trace d'une révolte passée comme une sorte de remords supplémentaire et d'affront fait aux conditions présentes. À ce stade-là, la vie de Debord devient un art, au sens où lui-même l'a défini, une beauté inséparable de la durée, la trace, à son avis, pleine de grandeur d'un moment de la vie. Je finirai sur une citation. On aurait dû se méfier de ce jeune homme qui prétendait ne pas aimer écrire. Dès 1951, il écrivait pourtant, annonçant moins la suite que la fin, « Je manque de loisirs pour une œuvre qui ne serait pas éternelle ». Et c'est peut-être ce genre de déclarations d'intention qui sont pour notre temps, plus que d'inoffensives protestations de rébellion, effectivement les plus déplaisantes et les plus offensantes. Je vous remercie.